J'ouvre le second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour consacré à la santé mentale des jeunes. Un quart des 15-29 ans souffrent de dépression. Ce phénomène s'est-il aggravé avec la crise Covid? Comment expliquer le tel chiffre? Les politiques publiques sont-elles adaptées? On en débat dans un instant. Mais d'abord, notre reportage, Jérôme Rabier, s'est rendu chez Nightline. C'est une ligne d'écoute nocturne dédiée aux étudiants. Pour briser le tabou de la santé mentale, l'association Nightline offre à tous les jeunes une permanence téléphonique chaque soir. Objectif, écouter et si besoin orienter ceux qui font face à tout type de problème. Ce sont des jeunes qui sont derrière le téléphone de 21h à 2h30 du matin pour recevoir tous les appels. Il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler. Lancée en 2016, l'association s'est professionnalisée avec plus de 30 salariés et 450 bénévoles. Et les appels ne cessent de croître d'année en année. Alors sur la dernière année universitaire, près de 24 000 jeunes nous ont contactés sur la ligne d'écoute. Et là, depuis la rentrée, sur la période de septembre-octobre, on a une augmentation de 150% des appels reçus par rapport à la même période de l'année dernière. Si l'écoute est la première étape, les bénévoles peuvent ensuite orienter les jeunes vers d'autres services, adaptés à l'urgence ou non de la situation. Orienter en premier lieu les étudiants sur leur service de santé étudiant, orienter aussi vers des dispositifs spécifiques et orienter vers le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide, bien entendu dans toutes les situations où c'est nécessaire, voire orienter vers le 15 quand on est dans des situations d'urgence. En plus de sa ligne d'écoute, l'association va désormais sur le terrain pour enclencher la discussion sur la santé mentale à travers des ateliers dédiés. On rencontre 30 000 jeunes chaque année à travers différentes interventions et notamment l'atelier de la fresque de la santé mentale qui a vocation à créer un espace de discussion. Par exemple, ici, on a la carte du bien-être qui est la première carte de l'atelier. Et au dos de la carte, on a une définition, des exemples et des illustrations. Et le but, c'est d'agencer toutes ces cartes ensemble et pour réfléchir collectivement à la santé mentale. Preuve de son utilité, l'association continue de se développer et ouvrira bientôt sa 10e plateforme d'écoute à Marseille. On détaille, on explique ces chiffres qui alarment sur la santé mentale des jeunes avec Laure Darcos. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice Les Indépendants de l'Essonne. Antoine Pellissolo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service au CHU Henri Mandor à Créteil. Elno Herrier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes président du groupe des organisations étudiantes et les mouvements de jeunesse au CESE, rapporteur de cet avis santé mentale et bien-être des enfants et des jeunes, un enjeu de société. On est également en duplex avec Anna qui est créatrice, bonsoir, créatrice de la page Instagram La Santé Mentale Compte. Bienvenue à vous. Et Jonathan Boucher-Petersen, évidemment toujours à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Je vais redonner ce chiffre, constat selon le questionnaire PHQ, 25% des 15-29 ans qui souffrent de dépression. Laure Darcos, je pense que le Sénat se penche sur cette question depuis longtemps, enjeu majeur de santé publique. Est-ce que vous voyez la situation s'aggraver, vous aussi? Je pense que, je vais écouter aussi les experts. Je pense que le Covid a vraiment accéléré et aggravé les choses. On va dire que ceux qui allaient bien vont mal et que ceux qui allaient mal vont très très mal. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent en fait nous sur nos territoires. Que la santé mentale des jeunes ait été proclamée, entre guillemets, cause nationale, a mis un coup de projecteur. Après, je pense que les associations, les professionnels ont d'abord sûrement dû être déçus, comme nous d'ailleurs, par les moyens financiers qui ont été mis, parce que malheureusement l'argent est le nerf de la guerre. Mais surtout, au-delà de ce coup de projecteur, que ça ne perdure pas, alors qu'en fait, on n'en est qu'au début et il va falloir travailler pendant des années. Il y a eu une annonce aujourd'hui de Matignon disant que la grande cause, la santé mentale, grande cause nationale 2025, s'était prolongée en 2026, ce qui est quand même une sorte de constat d'échec sur ce qui n'a pas été fait dans l'année 2025. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur la réponse publique, les politiques publiques en détail. Alors ce questionnaire, la PHQ 9, c'est l'outil de référence pour dépister, mesurer la sévérité des syndromes dépressifs. Antoine Pellissolo, ce chiffre-là d'un jeune sur 4, parce que moi, il m'a vraiment frappé, un jeune de 15-29 sur 4 dépressif. Il ne vous surprend pas, j'imagine? Il vous semble fiable ou alors peut-être un peu
surestimé ou sous-estimé. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, tout ça est vrai. Étonnant, non, parce qu'on le constate effectivement, et on voit chez nos patients une aggravation globale. Alors, il faut relativiser le questionnaire en question. Il est validé, il a une fiabilité, mais il inclut beaucoup de situations qui ne sont pas forcément des dépressions qui seraient diagnostiquées en voyant les personnes directement. C'est des questionnaires à distance. Donc, ça inclut des personnes qui ont des symptômes dépressifs, qui vont pas bien. Donc ça, c'est quand même une alerte. Mais si on pose des diagnostics, probablement, on serait plutôt entre 10 et 15%. C'est ce qu'on trouve vraiment quand on fait les... Ou là, vous diriez... Mais c'est énorme dans tous les cas. De toute façon, même 15%, c'est énorme. Mais 25% qui souffrent de symptômes dépressifs, c'est effectivement beaucoup. Crise Covid ou pas, El Noueiri, est-ce qu'elle a aggravé, la situation ou finalement, est-ce qu'elle l'a révélée aux yeux du grand public? Nous, de ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a des choses qui datent d'avant le Covid. Enfin, il y avait des tendances qui se dégageaient. Il y avait déjà un mal-être qui existait dans une grande partie de la population et notamment chez les jeunes. Le Covid, comme le disait Madame la sénatrice, a aggravé certains pans. C'est une certitude, a surtout révélé qu'il y avait un mal-être, puisqu'on n'a jamais autant parlé des problématiques de santé mentale de manière globale que depuis le Covid-19. Mais ce qui prouve bien que ça ne date pas que du Covid et que les gens ne sont pas juste allés mal à partir de là, c'est que quand tout est redevenu à la normale, entre guillemets, les chiffres sont quand même restés très hauts. Certains même se sont encore aggravés depuis. Donc on voit que c'est une tendance qui se confirme malheureusement dans le temps et la dynamique, pour l'instant, elle est loin de s'inverser. Oui, les mots santé mentale, ce sont aussi des mots qu'on entend dans la bouche, dans le discours des entreprises, des DRH, qu'on n'entendait pas avant. Et donc ça, on peut considérer que c'est un progrès, puisque la prise de conscience peut-être permettre ensuite d'agir. Alors toujours selon ce questionnaire, 27% des jeunes femmes souffrent de dépression contre 22% des jeunes hommes. Antoine Pellissolo, est-ce que ça aussi vous le voyez avec les personnes que vous recevez dans vos services et si oui, pourquoi les jeunes femmes sont-elles plus dépressives que les jeunes hommes? Alors il y a toujours eu, depuis tout le temps et dans tous les pays, plus de dépression chez la femme que chez l'homme. D'accord. C'est parfois 2 à 3 fois plus. Pour certaines dépressions en tout cas, les plus courantes, et pour l'anxiété aussi. L'origine, elle est multiple, sûrement beaucoup liée aux facteurs sociaux et aux rôles sociaux, comme on dit. Mais c'est vrai que pour les jeunes actuellement, l'aggravation, notamment à l'adolescence, à partir de l'adolescence, elle s'est accrue chez les jeunes filles. Plus que chez les jeunes garçons. L'augmentation qu'en tout cas on constate, par exemple, dans les passages aux urgences, qui est un fait dur, là, aller aux urgences pour une tentative de suicide, là c'est pas du déclaratif, c'est vraiment un état, une expérience grave, eh bien c'est plus accentué en effet chez les jeunes filles. Les explications là aussi complexes, mais probablement au moins 2 choses. Une pression là aussi plus forte, alors au travers du caractère anxiogène, de l'avenir en général, de l'avenir pour les femmes. On parle beaucoup de violence sur les femmes, et je pense que pour des jeunes filles, c'est une perspective qui peut être encore plus douloureuse. Et puis la deuxième chose, la pression sexuelle aussi, toutes les violences sexuelles surtout. Et puis les réseaux sociaux, parce qu'on est obligé d'en parler. On va en parler. Il y a plus d'utilisation, en tout cas des réseaux classiques, on va dire, les influenceurs, les échanges, que chez les garçons qui sont plus dans les jeux, notamment, jeux d'action en ligne, etc. Et l'idée, psychologiquement, ça se défend, il y a des études là-dessus qui seraient en faveur d'un besoin de lien social réel et pas virtuel, plus chez les jeunes filles, chez les femmes que chez les hommes. Et donc, en tout cas pendant le Covid, on a vu plus, en effet, de souffrance chez les femmes à cause de l'isolement social que chez les garçons. Et encore une fois, les violences aussi transmises par les réseaux sociaux, le harcèlement, ça, c'est clair qu'il y a malheureusement plus de cibles du côté féminin. Je me tourne une première fois vers Anna, donc créatrice de cette page Instagram, La Santé Mentale Compte. Est-ce que vous avez plus de jeunes femmes qui vous suivent effectivement sur Instagram ou pas? Oui, pour le coup, j'ai plus de jeunes femmes qui me suivent et j'ai surtout plus de jeunes femmes qui m'envoient des messages. C'est quelque chose qui se précise au fil des années. Moi, j'ai lancé mon compte en 2020, donc j'ai vraiment vu l'arrivée du Covid et l'impact que ça a pu avoir sur les gens. Et c'est de pire en pire chaque année. Pourquoi vous l'avez créé, cette page, ce compte Instagram? Donc, quelle a été votre... Il y a une part de dimension personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez créé? Je l'ai créé parce que moi, j'ai une histoire avec la santé mentale qui est un peu compliquée. Et je l'ai créé à un moment où j'avais besoin de partager
et de vulgariser un petit peu la santé mentale avec les gens. Et de base, je l'avais créé vraiment juste pour mes proches, et ça a parlé à pas mal de monde, et ça m'a quand même vachement surprise. J'avais vraiment besoin en fait de vulgariser, de rendre la santé mentale accessible au plus grand nombre, parce que la plupart des ressources qu'il y avait à l'époque, c'était vraiment en anglais, et c'est pas le plus accessible pour tout le monde, surtout en France. Effectivement, c'est quand même un constat assez étonnant, avec un phénomène, je reviens vers vous, vous restez avec nous pendant toute la durée du débat, Anna, un phénomène qui touche aussi les préadolescents. Alors c'est pas le cœur de notre débat, mais je voudrais quand même en donner la parole au professeur en psychiatrie qui s'appelle Raphaël Gaillard, qui parle des 8-12 ans. C'était lors de son audition ici au Sénat. Écoutez. Les préadolescents ne vont pas bien. Dans la doctrine, si je puis dire, de la psychiatrie, quand elle était d'essence psychanalytique, on appelait cette période la période de latence, les 8-12 ans, les préadolescents. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous savez que entre 8 et 12 ans, normalement, un enfant ne pose pas de problème. Il est un peu obsessionnel, s'intéresse à la façon dont il se situe dans le monde, avec l'histoire, la géographie, l'astronomie, mais il ne pose pas de problème. C'est avant l'adolescence. Et en fait, on voit maintenant ces préadolescents en souffrance arriver aux urgences. Alors, je ne veux pas forcer le trait, mais Antoine Pellissolo, est-ce qu'une partie de l'explication des chiffres que l'on donne, de ces chiffres qui alarment sur les 15-29, s'explique par des préados qui eux-mêmes vont moins bien? Oui, sûrement. C'est une logique un peu basique, mais... Non, sûrement en partie, ça commence plus tôt, effectivement, et malheureusement, ça se poursuit avec le développement. Mais enfin, il y a aussi une émergence quand même à partir de l'adolescence et chez les étudiants en particulier, avec des problématiques encore différentes, je pense, qui sont celles de l'ouverture au monde, là, pour de bon, les difficultés à trouver sa place, le caractère, encore une fois, anxiogène de la situation sociale qu'on partage, du monde dans son ensemble, la perte de repères, enfin ça fait beaucoup de choses. Et surtout l'accélération du temps, le fait qu'il faut s'adapter à des changements permanents. Il y a de quoi être paumé, quoi. Je peux prendre ça comme terme. Évidemment. Il employait cette expression d'hybridation technologique, le professeur Gaillard. On va évidemment, et Jonathan, il faut quitter votre téléphone, parce que on va parler des réseaux sociaux et vous êtes en train de consulter... C'est une illustration sur l'addiction. Oui, effectivement, mais je ne vais pas vous faire la leçon, parce que je pense que je suis dans le même état que vous, et comme peut-être certains de nos téléspectateurs, téléspectatrices, mais il y a effectivement beaucoup de débats autour de l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux. Pas uniquement centré d'ailleurs autour de la simple thématique de la santé mentale, mais ça le rend particulièrement... Ça le rend particulièrement brûlant. Donc c'est un débat dont on entend beaucoup parler. Il faut dire que c'est un débat très légitime, tant sur l'impact négatif des réseaux sociaux, que leur consommation excessive d'une manière générale, et surtout une consommation non encadrée. Ça, je pense que c'est des choses qui sont plus à démontrer. Il y a un enjeu, donc je le disais, d'addiction aux écrans, j'illustrais même, comme de nature des contenus qui circulent. Et l'État, dont on peut considérer qu'il est légitimement protecteur, ce qui ne veut pas dire censeur, a tout son rôle à jouer sur cette question-là. Mais si tout le monde est d'accord sur le constat, et ça on entend rarement des débats pour dire l'impact des réseaux sociaux est d'abord positif, c'est typiquement un sujet sur lequel on peine à passer des paroles aux actes. Donc au-delà de la modération, de la régulation des contenus, pour protéger les utilisateurs de tous âges d'ailleurs, les tenants d'une interdiction aux moins de 15 ans des réseaux sociaux prennent souvent en exemple l'Australie, qui vient de la décider pour les moins de 16 ans. Et notamment en France, il y a Gabriel Attal qui est l'un des porte-voix de ce pas pour concentrer, mais il l'incarne quand même, parce que quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a pris à bras-le-corps, en tout cas, la question du harcèlement scolaire. Et c'est vrai que par ce biais-là, la question de la santé mentale s'est évidemment posée. Il porte cette interdiction des réseaux aux moins de 15 ans dans le débat public, comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais si les réseaux sociaux sont un sujet important, il ne faudrait pas circonscrire la question de la santé mentale des plus jeunes à cette seule problématique. Parce qu'en rester à ce niveau-là, c'est le risque de se focaliser sur le vecteur et pas sur les sujets aussi complexes que les ressorts du harcèlement et des phobies scolaires, la dimension anxiogène du futur dans lequel nos enfants et nos ados se projettent, éco-anxiété, angoisse sociale, retour de la guerre en Europe. Et quand on questionne l'usage par les plus jeunes des réseaux sociaux, il faut toujours avoir à l'esprit que l'éducation des parents est au moins aussi importante que l'interdiction officielle aux plus jeunes, d'autant qu'on sait que de nombreux outils permettront de la contourner si elle devait voir le jour. Et puis on va essayer d'être ni tout noir ni tout blanc. Il y a quand même un mot un peu plus positif. Il y a des choses évidemment vertueuses à trouver sur les réseaux sociaux. Oui, et aussi parce qu'il faut être, réaliste. En l'état actuel, ça reste le canal privilégié des jeunes pour se divertir et ou pour s'informer.
Donc c'est heureux que la santé mentale soit un sujet porté par un certain nombre d'émetteurs identifiés par la jeunesse et dans des formats qui consomment. C'est évidemment le cas d'Anna qu'on vient d'entendre avec sa page Instagram, mais les prises de parole, elles viennent de certains artistes, hein, je pense à Stromae, des sportifs, des praticiens aussi qui font l'effort de s'exprimer sur les réseaux sociaux, des nutritionnistes qui font le lien aussi entre l'alimentation, la santé mentale. Voilà, tous ces sujets qui quand même finissent par se tenir, et même ceux qu'on appelle les influenceurs, parce qu'il y a les influenceurs les plus néfastes, et il y a aussi les influenceurs qui ont tout simplement de l'influence, et c'est important parce que ces voix, elles sont bonnes à prendre, et elles sont probablement plus efficaces pour toucher les ados que les campagnes de santé publique. Je pense aussi à un podcast que moi je suis assez régulièrement, celui de la journaliste Lorraine Bastide, qui s'appelle Folie douce, et ça contribue aussi à une forme de libération de la parole. C'est un rôle qu'a joué aussi le livre de Nicolas Demorand dans les librairies, sûrement auprès d'autres publics. Et ce qui est certain, c'est que pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, l'enjeu c'est déjà de mettre des mots sur quelque chose qu'on ressent, qu'on a parfois du mal aussi à formuler, sur un mal-être, qu'il ne faut plus avoir honte d'en parler, et en parler sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, je vais reprendre la question qui simplifie évidemment le débat, mais qui est quand même réelle. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, moins de 15 ans? Laure Darcos. Je ne pensais vraiment pas qu'un jour on y arriverait. Mais ça commence en effet vraiment à converger vers en effet cette interdiction. Ou en tout cas, parce que le problème, si ce n'est pas l'interdiction, arriver à le modérer, c'est très très compliqué. Les parents, il y a un vrai problème de parentalité, vous l'avez rappelé. Je pense que sensibiliser les parents, nous on le fait par exemple dans mon département, au niveau de la PMI, parce que plus on va sensibiliser les parents au problème des écrans, au fait de dialoguer avec ses enfants, de ne pas attendre qu'il y ait une vraie phobie scolaire, etc., peut permettre à ça. L'interdire, ça serait vraiment le stade ultime, mais c'est un tel désastre. Moi, j'ai lu un chiffre que vous n'avez pas donné. J'en parlais hier soir avec quelqu'un qui est beaucoup dans les quartiers défavorisés, dans les écoles. Un adolescent va passer 7 heures sur les réseaux sociaux et 7 minutes à lire. C'est un peu caricatural, mais je dois dire que les deux chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est juste quand même absolument épouvantable. Donc, je pense que c'est important et tout le monde n'en prend pas conscience. La communauté éducative non plus. Moi, j'ai assisté à un conseil d'administration où il y avait du harcèlement scolaire sur les réseaux, sur leur groupe WhatsApp d'une classe. Mais c'était vraiment des trucs, si tes passages, on t'égorgera comme le bouton à l'Aïd, ils parlaient de leurs petites camarades. Mais comme ça s'est fait en dehors de la journée de classe, l'établissement ne voulait pas intervenir. C'était juste le groupe WhatsApp de la classe quand même. Donc, en fait, je pense que c'est tout le monde qui doit absolument prendre conscience de ça et essayer de protéger en fait nos enfants. Et les principaux intéressés, Hélène Noërier, parce que l'idée c'est quand même de les associer à des politiques publiques qui les concernent directement. Qu'est-ce qu'ils en disent de cette perspective d'une interdiction des réseaux sociaux ? Déjà, l'avis qu'on a travaillé au CESE, il s'appuie sur deux légitimités. Le travail du CESE, de la société civile organisée, des corps intermédiaires, etc. Mais une deuxième légitimité, c'est qu'on a associé un panel de jeunes, donc 20 jeunes de 12 à 18 ans, qui ont pu s'exprimer sur le sujet de la santé mentale, notamment sur la question des réseaux sociaux et du numérique. Et à cette question, déjà, le constat global, c'est bien entendu qu'il y a un impact plutôt néfaste des réseaux sociaux, puisqu'on est là sur ce sujet-là en particulier, les influenceurs, les contenus discriminants, violents, harcelants. Et donc, il faut faire quelque chose pour ça. La première réponse que nous avons trouvée en commun, c'est l'éducation. Ça a déjà été un peu cité, mais il faut éduquer à l'école, lutte contre la désinformation, usage, apprendre à les utiliser, apprendre à reconnaître ce qui est faux de ce qui est vrai, apprendre à reconnaître ce qui est une bonne influence ou pas, apprendre aussi à savoir comment le signaler et éventuellement comment demander aussi en sortir, parce qu'on s'enferme, on nous enferme comment l'utiliser dans une bulle cognitive. Comment l'utiliser? Il faut aussi éduquer les parents, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, on a une génération qui sait mieux utiliser ces outils-là que leurs parents, et donc les parents ne savent pas comment faire, alors qu'ils voudraient souvent bien le faire.
La deuxième réponse, nous, on n'a pas choisi l'interdiction. On n'a pas choisi l'interdiction majoritairement. Le débat a fait rage sur cette question. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a déjà dans la réglementation française la possibilité d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une loi de monsieur Marc Angeli, je ne sais pas. Angeli, c'est ça, qui est depuis 2023. Donc ça veut dire que normalement il y a déjà une majorité politique pour le faire. Je ne sais pas si elle a changé en 2 ans, mais a priori la question va se reposer de toute façon. Mais il n'y a pas eu de décret d'application. Il y a une attente de l'Union européenne aussi là-dessus. Ouais. Je crois savoir qu'ils sont en train d'en discuter. Nous, ce qu'on a préféré privilégier au CESE, c'est de se dire que si on éduque et si on régule en 2 phases, déjà responsabiliser plus les plateformes. Ouais. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits, de plus en plus d'année en année, mais on pense qu'on n'a pas mis le paquet là-dessus, que ce soit en France ou que ce soit au niveau de l'Union européenne. Interdire les réseaux sociaux, c'est mettre la responsabilité sur les jeunes eux-mêmes et sur leurs parents. Il nous semble que si déjà on mettait une responsabilité sur faire respecter les âges, mais aussi faire que les contenus malsains soient supprimés, qu'il y ait un peu plus de régulation, ce serait important. Et qui dit réguler, dit aussi des limitations. Si on ne va pas jusqu'à l'interdiction, nous on est pour un couvre-feu numérique de 22h à 8h pour tous les mineurs. C'est-à-dire quand vous avez moins de 18 ans, les réseaux sociaux sont coupés de 22h à 8h. Il y a plein de moyens techniques. C'est faisable techniquement. Il y a plein de moyens techniques qui peuvent le faire. C'est déjà faisable à l'échelle d'une famille si des parents sont conscientisés sur ces questions-là. C'est très facile de couper le téléphone des ados de cette heure-là. Après, ça peut créer du conflit s'il n'y a pas de discussion. Mais, bien sûr. Mais encore une fois, d'où le rôle de l'éducation. C'est la question de nature. Saint-Cyr l'école, la technologie ne disparaîtrait pas. Comment, en tant que parent, on peut s'adapter à ce mal-être numérique? Il y a des outils pour et je pense qu'il ne faut pas circonscrire la dimension addiction et néfaste. En fait, si on n'en fait qu'un problème de jeunes, je pense qu'on n'a aucune chance de convaincre les premiers concernés. Il y a des chiffres qui sont sortis. On était l'un et l'autre addicts à... Oui, il y a des chiffres qui sont sortis. Même les grands-parents d'aujourd'hui, les aînés, c'est pas sur les mêmes réseaux sociaux, c'est plus sur Facebook ou ailleurs. En temps d'écran par jour, bon, ils sont à la retraite, ils sont pas à l'école. On est à peu près sur la même chose, avec un degré de connaissance et de capacité à déceler le vrai du faux qui est à peu près le même. Alors, mais c'est ça qui est important, c'est la capacité à prendre du recul. Alors, je veux bien évidemment entendre Anna sur cette question, parce que vous faites partie de ces influenceuses ou influenceurs qui contribuent à une libération de la parole, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette solution coercitive, l'interdiction? Je suis plutôt d'avis, moi, d'éduquer pour le coup. Après, bien sûr, il y a aussi tout l'encadrement au niveau des plateformes. Enfin, les contenus qui circulent, c'est... Parfois, je suis moi-même choquée, alors que j'ai quand même un peu plus de recul. Je suis un peu plus âgée et c'est surtout mon métier. Mais je dirais plus l'éducation et l'encadrement au niveau des plateformes plutôt que l'interdiction, parce que c'est quelque chose... S'ils veulent vraiment se connecter, ils se connecteront en fait. Ils trouveront un moyen de venir en ligne. Mais est-ce que vous avez des témoignages de jeunes qui se retrouvent finalement enfermés avec des contenus qui sont des contenus qui leur nuisent, qui sont néfastes, qui peuvent les enfermer dans des pensées dépressives ou suicidaires? Oui, il y a eu... très récemment, justement, il y a la ministre qui a pris un peu à bras-le-corps le sujet du skinny talk sur TikTok, où c'était vraiment la glamorisation de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est des contenus qui sont souvent revenus et qui ont été mentionnés par des personnes qui m'ont contacté en message privé, qui ne voyaient que ça en fait sur leur feed, et du coup, ça intensifie encore plus leur mal-être. Et c'est un peu, il y a un peu de tout, quoi. C'est vraiment le souci. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, mais je voudrais vous entendre là-dessus, parce que évidemment, il y a une dépression, il y a, j'imagine, un faisceau de causes, d'indices, etc. Mais est-ce que vous voyez des cas où justement cet enfermement dans un réseau social ou des réseaux sociaux est un facteur déclenchant d'une certaine façon? Oui, alors peut-être qu'on ne les voit pas beaucoup, parce que ces jeunes-là, malheureusement, ils n'accèdent pas forcément à une prise en charge tant qu'ils vont pas trop mal. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de les sortir de cette bulle. Moi, je suis plutôt très inquiet de la trajectoire qu'on prend. On va accumuler du retard, parce que ça fait 10-15 ans, mais dans 10 ans, il sera trop tard si vraiment c'est une catastrophe. Et moi, j'ai plutôt l'impression, pour la santé mentale et d'autres aspects, l'éducation en général et la cohésion, qu'on risque d'être dépassé à un moment donné. Et c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une seule solution.
solutions. L'interdiction toute simple, ça ne marche pas, mais il y a quand même des choses qu'on peut restreindre. On restreint la vente de l'alcool aux jeunes et c'est plutôt sain, même si on n'arrive pas à le respecter complètement, mais ça fait partie des outils. Il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale d'une commission d'enquête sur TikTok en particulier qui propose quand même des axes de propositions très claires sur même la manière d'organiser les flux pour les jeunes pour éviter que ça soit trop addictogène. Enfin, il faut multiplier les outils et puis surtout proposer des alternatives parce que les jeunes seront moins sur les écrans si on leur propose des choses à faire en dehors de l'écran et donc revenir quand même à des propositions d'activité physique, de loisirs, de culture. Et ça marche quand on arrive à les faire s'intéresser à autre chose, ils décrochent. Mais c'est un gros effort parce que on a tous perdu ça. Mais... Vous êtes en train de répondre à une question d'Eliane qui témoigne, qui dit mon fils de 29 ans, diplômé, expérimenté en informatique, est au chômage depuis 18 mois. Il reste enfermé chez lui, à jouer sur Internet, aucun désir, ne s'intéresse à rien, n'a aucune vie sociale. Je ne sais pas comment l'aider à se sortir de là. Vous êtes en train de répondre à cet appel. Avec par exemple la sédentarité qui en découle, parce qu'on a 10 fois moins d'activité physique qu'avant et c'est encore amplifié. Et ça veut dire s'abîmer la santé en général. Donc je crois vraiment c'est des propositions, parce qu'il ne faut pas être que dans le négatif. Il faut qu'on organise collectivement, ça part de l'école évidemment, mais il y a tout le tissu social et associatif autour qui est de réorganiser une vie à l'extérieur de la maison, d'une certaine manière. Parce que les contacts sociaux ont été énormément réduits depuis 15 ans. C'est l'arrivée de l'iPhone. C'est facile à mesurer. Vous savez, il y a un livre américain qui a vraiment étudié ça, une corrélation entre l'arrivée de l'iPhone, des réseaux sociaux, les écrans, et une dégringolade des indices de santé mentale, surtout d'anxiété, de perte de l'estime de soi. Enfin, il y a tout un tas d'éléments corrélés à ça. On parle des politiques publiques dans un instant, ce sera notre dernier chapitre, mais comme promis, Laure Darcos, vous vouliez intervenir. Oui, non, c'est parce qu'en fait, pour répondre aux derniers intervenants, nous aussi, on va avoir notre proposition de loi de Catherine Morin-Desailly sur justement les méfaits des écrans et la surexposition en fait des jeunes, donc avec les problèmes des réseaux sociaux, juste avant Noël, le 18, ça passe chez nous, avec Serge Tisseron qui a été qui a été bien sûr auditionné. Mais pour revenir à ce que vous disiez, la prévention, c'est à l'école. Nous, on crie depuis des années avec les professionnels pour qu'il y ait plus de médecins scolaires, qu'il y ait plus d'infirmières. Je veux dire, avant qu'on en arrive à ce que ces jeunes, malheureusement, arrivent dans les urgences parce qu'ils ont fait une tentative de suicide, où on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas que la dépression. Nous, on a beaucoup de rixes de jeunes. C'est aussi un mal-être. Ils n'ont pu exprimer leur violence et leur traumatisme autrement qu'à coup de machette à la sortie d'un établissement scolaire. Malheureusement, ça participe aussi à ce problème de santé mentale. Et donc tout ça, ça se fait en prévention. Et si les parents ne peuvent pas le faire, le premier endroit pour essayer d'alerter, c'est dans les écoles. Et ça, c'est quand même dramatique. Sur l'aide qu'on peut apporter aux parents qui sont confrontés à cette situation, cette addiction, cet enfermement, Oui, j'étais bien sûr tout à fait d'accord avec toutes les réponses apportées, mais il me semble qu'il y a un ou deux sujets qu'on manque, et d'ailleurs depuis le début, c'est que dans tout ça, monsieur est sans emploi, si j'ai bien compris, il y a des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, de où on vit, sur quel territoire, dans quel statut, et alors là, c'est quelqu'un d'actif, et des jeunes actifs et des jeunes inactifs, malheureusement, il y en a aussi beaucoup, et la paupérisation, les conditions sociales qui se réduisent, c'est des vraies politiques publiques, et ça touche les enfants, parce que, donc, pour revenir au sujet des enfants et des jeunes, une famille ou un enfant qui grandit dans une famille précaire, éloigné de tout, dans des conditions difficiles, la santé mentale, ça a forcément un impact sur leur bien-être et surtout leur mal-être en l'occurrence. Et on voit bien qu'on passe plus de temps, et c'est souvent la facilité du débat public, et notamment des responsables publics, c'est que là on parle de causes structurelles qui demandent de changer des choses de façon massive. C'est vrai que c'est plus facile de s'écharper sur 15 ans, 14 ans, 16 ans pour l'interdiction des réseaux sociaux. J'ai peur que si demain on interdise les réseaux sociaux, on ralentisse peut-être et on limite l'impact, mais les données objectives ou les causes structurantes, elles dépassent très largement l'usage de TikTok ou autre. Au moment où vous nous parlez, on voit cette statistique, 47% des 15-29 ans en grande précarité qui souffrent de dépression, 16% de ceux qui sont sans difficulté économique qui souffrent de dépression. Voilà l'importance de la précarité dans l'élément déclencheur de ces dépressions. Une question d'Isor de Salerne, elle est pour vous, Antoine Pellissolo. Est-ce qu'on pourrait faire des bilans psychologiques annuels comme on fait des bilans de santé ?
Absolument. Psychologique, et je dirais même jusqu'à psychiatrique, parce qu'il faut vraiment utiliser les mots. Il y a des jeunes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'un accompagnement psychologique, et c'est un premier niveau. Il y en a, moi j'en vois qui arrivent à l'hôpital après 4 ans de dépression grave, qu'on aurait dû dépister avant, ou des choses encore plus massives comme des hallucinations, des troubles schizophréniques. On n'a pas dépisté, alors que, on organise des choses dans la ville. Il y a beaucoup de manques, c'est sûr, de lieux de soins, mais si on avait des filtres un petit peu pour dépister, alors annuellement c'est lourd, c'est clair qu'on manque de médecins scolaires partout, et ça c'est une catastrophe et il faut le renforcer, mais en effet, les dépistages, les reconnaissances précoces, elles sont essentielles. Alors, comme promis, on va s'intéresser à ce qui a été proposé ou mis en place, les politiques publiques. C'est Clémentine Louise qui va nous éclairer sur ce point. On va voir ensemble, bonsoir Clémentine, ce qui a été mis en place, les dispositifs pour accompagner les jeunes depuis la crise Covid. Beaucoup d'annonces. Qu'est-ce qui a été mis en place? Bref, on s'y perd un petit peu, dites-nous tout. Oui, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été mis en place depuis 2021. D'abord, Santé Psy étudiant, un dispositif qui s'adresse aux étudiants, donc qui est porté par le ministère de l'Enseignement supérieur depuis février 2021. Il permet aux étudiants de bénéficier de consultations gratuites sans avance de frais chez un psychologue libéral conventionné avec leur université. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, en fait, les étudiants peuvent directement taper dans Doctolib Santé Psy étudiant. Ils trouvent un praticien conventionné et ils prennent rendez-vous. Les séances sont donc gratuites. Le psychologue, lui, est rémunéré par l'université auquel l'étudiant est rattaché. Sur une année scolaire, un étudiant peut suivre 12 séances, un nombre qui a augmenté puisqu'on était à 8 avant 2014. Et le compteur est remis à 0 à la rentrée suivante si l'étudiant est toujours inscrit à l'université. Et puis alors, ce dispositif, il est cumulable avec un autre qui s'appelle Mon soutien, mon psy. Oui, Mon soutien, mon psy, c'est un dispositif qui a été lancé en 2022 et cette fois, il ne concerne pas que les étudiants, il concerne tous les jeunes et même plus que ça, il concerne tout le monde puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Alors concrètement, Mon soutien, mon psy, c'est aussi 12 séances par an, remboursées à 60% par l'assurance maladie, 40% par la complémentaire santé et puis 2022, le montant des séances remboursées est passé de 30 à 50 €. Ça a permis d'inclure plus de praticiens dans le dispositif. Attention par contre cette fois, vous devez avancer les frais et vous serez remboursé ultérieurement. Oui, et puis un autre dispositif, c'est le 3114. Oui, c'est un numéro à retenir, c'est la ligne d'écoute de prévention du suicide. Elle a été mise en place le 1er octobre 2021. L'appel est gratuit, confidentiel, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et depuis tout le territoire national. Et cette ligne reçoit entre 300 et 400 appels par jour. Bon, ces dispositifs sont-ils efficaces? Alors, près de 600 000 personnes auraient bénéficié de Mon soutien, mon psy. En revanche, les patients suivent en moyenne 4 à 5 séances sur les 12 qui sont prévues. C'est assez peu. Alors, plusieurs explications à cette moyenne, soit des troubles psychologiques plutôt légers, soit une réorientation vers des services plus spécialisés, vers la psychiatrie par exemple, mais aussi des difficultés d'accès. La Caisse nationale d'assurance maladie faisait un petit peu le point en début d'année et notait que le dispositif, les praticiens qui font partie de ce dispositif se trouvent à 90% dans des zones urbaines. Et donc, il y a certains territoires qui ne sont pas ou peu couverts par le dispositif. Alors, la santé mentale, c'est, pour rappeler, c'est la grande cause nationale de 2025 et puis ça le sera aussi en 2026 puisque le gouvernement a reconduit cette grande cause tout à l'heure. Merci Clémentine. Oui, c'est l'une des informations de cette journée, Laure Darcos, qui est vraiment, je le disais tout à l'heure, mais il faut le détailler, grande cause nationale 2025. Alors, c'est la santé mentale, pas seulement la santé mentale des jeunes, mais vous peut-être encore mieux que nous, vous en avez vu l'effet? Pas du tout. Pas du tout. À part la communication, je pense que vraiment ça a permis de diriger quelques travaux, des groupes de travail, des propositions de loi, ou des rapports, mais on n'en voit pas l'effet. Parce qu'on a l'impression que ce sont des effets d'annonce. C'est comme Mon soutien psy,
c'est très bien 12 séances, mais s'il n'y a pas une vraie collaboration du médecin de ville, du psychiatre, du psychologue, et puis en effet qu'on puisse mailler ça sur l'ensemble du territoire, parce que c'est beaucoup plus facile en effet dans les grandes villes. Mais qu'est-ce que deviennent en fait ces personnes qui ont consulté si derrière il n'y a pas un suivi, sauf si en effet ils sont dirigés vers un vrai service psychiatrique. On a l'impression que c'est une belle intention, mais qu'on reste au milieu du gué. Parce qu'en fait, du coup, on ne traite pas le sujet et de prévention et ensuite de suivi beaucoup plus poussé. Ouais. Antoine Pellissolo, si on compare la santé mentale des jeunes avec la santé mentale en général, sur les moyens, puisque là on essaye de s'intéresser aux moyens, est-ce qu'il faut plus de moyens humains quand on s'adresse à ces 15-29 dont on parle? Oui, parce que notamment entre 15 et 20 ans, on a assez peu, parce que les autres ressources, en gros, ça peut être des médicaments, par exemple, pour les adultes, qu'on a beaucoup moins pour les adolescents, parce que c'est plus sensible, il y a moins d'études, par exemple, sur l'utilisation, donc c'est restreint, et on met avant tout l'accent sur la psychologie, la psychothérapie, et puis un accompagnement psychosocial, comme on dit. Donc effectivement, c'est toujours, de toute façon, préférable d'agir avec des moyens psychologiques. On a, heureusement, quand il y a besoin, des traitements médicamenteux ou d'autres formes de traitement, mais dans la population des 15... Alors les 15-25 ans, de toute façon, c'est la population la plus concernée, parce que c'est à cet âge-là, 80% des troubles psychiatriques commencent entre 15 et 25 ans. Donc c'est normal, il faut à tout prix mettre beaucoup de moyens, qui sont en effet des moyens humains. Et clairement, je vais dire, vraiment, le compte n'y est pas, comme on dit. La psychiatrie... Oui, c'est la question que j'allais vous poser, c'est une grande cause nationale. La psychiatrie va très mal, et la pédopsychiatrie encore plus mal. C'est catastrophique. Moi, je crois qu'il faut être transparent. Et moi, j'ai vu le communiqué du Premier ministre tout à l'heure. Très bien, on renouvelle. Saison 2. Il y a eu de la communication. Et la communication, quand même, ça aide. C'est bien, il faut ouvrir la parole, sauf que ça fait aussi venir plus de monde à la consultation. Évidemment, et derrière, il y avait, de toute façon, je crois que c'était Yannick Neuder qui avait proposé des mesures en juin, en disant il y a 0 €, en tout cas pour la psychiatrie. Et le communiqué du Premier ministre, il n'y a pas le mot psychiatrie dedans. Moi, j'ai été fou de rage, parce que c'est très bien de dire on va faire des colloques, en gros. Moi, j'ai fait 15 colloques cette année. Et là, c'est fini. Moi, je ne ferai plus de colloques, sauf si on nous fait des annonces qui sont encore une fois, des moyens humains. On a besoin de plus d'infirmières, on a besoin de plus de psychologues, en tout cas dans le service public. Et puis après, il y a la ville et les autres dispositifs qui sont aussi très importants. Je donne juste un exemple. En effet, dans un hôpital chez moi en Essonne, le directeur m'avait alerté il y a 1 an ou 2. Comme il n'y avait pas de place, bien sûr, en service psychiatrique, on mettait ces ados ou jeunes adultes dans des services pédiatriques, et un avait tenté de réavaler des cachous, mais alors à dose homéopathique, parce que c'était pour des bébés, donc il avait dévalisé quasiment le placard de la pharmacie du service en entier, mais ça montrait la déshérence en fait de cette organisation en fait même hospitalière en fait qui est compliquée. Donc et du coup finalement moi j'ai été confrontée avec des gens assez proches sur ces sujets. Soit on a les moyens et on va dans des maisons privées, mais on est confronté à ce moment-là à d'autres sujets, parce qu'on n'en parle pas, mais on peut aussi tomber dans la drogue, plus facilement peut-être dans cette mouvance-là ou d'influence en fait, où comme on est mal, il y a des drogues qui vont vous permettre d'être, et je ne parle pas de médicaments là, vraiment de vraies drogues, ou alors on est dans une déshérence totale où il n'y a pas de place en hôpital. On n'a pas les moyens de prendre un psy, donc c'est vraiment très compliqué. Il faut 2 ans pour un rendez-vous. Enfin, oui. 2 ans pour un rendez-vous. En pédopsychiatrie, dans les centres de consultation. Anna, je reviens vers vous, peut-être pour s'appuyer sur soit votre expérience personnelle, soit sur celle de jeunes qui ont témoigné sur votre page Instagram. Sur le suivi, est-ce qu'il y a des ruptures dans le suivi, faute de moyens humains? Est-ce que vous l'avez vécu, ça? À titre personnel, oui, parce que ça revient à très cher en fait de voir un psychologue en libéral. Typiquement à Paris, c'est 70 € minimum. Il y a l'attente aussi, réussir à trouver le bon psychologue, réussir à trouver aussi le bon psychiatre. Donc là, c'est encore plus compliqué parce que en libéral, c'est encore plus cher, c'est encore moins accessible. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que j'ai beaucoup de messages que je reçois sur mon compte de personnes qui ne savent plus vers qui se tourner en fait pour se faire suivre.
Je vous propose une autre statistique. On est toujours dans les mêmes enquêtes. Sur les sources des angoisses des 15-29 ans, elles sont nombreuses. 68% des 15-29 ans se disent inquiets pour leur avenir personnel. 77% des 15-29 ans inquiets pour la crise environnementale. Et 83% pour l'actualité internationale. C'est une enquête de l'Institut Montaigne, de la Mutualité française et de l'Institut Terram. Et évidemment, ça nous ramène, cette anxiété liée à l'actualité internationale, au premier thème de débat dont on a parlé, Jonathan, sur ce plateau-là, c'est-à-dire le risque de guerre, ces annonces qui ont été... La déclaration du chef d'état-major des armées, se préparer à perdre nos enfants, ou même l'annonce du retour du service militaire volontaire aujourd'hui par le président de la République. Je veux bien vous entendre là-dessus. El Noheri, est-ce que c'est un discours de vérité qu'il faut tenir aux Français et aux jeunes en général, ou est-ce qu'on en rajoute à cette anxiété qui les frappe ? En tout cas, les chiffres, du coup, ne me surprennent pas. Vu le débat public qu'il y a depuis plusieurs années, c'est difficile de ne pas avoir peur, c'est difficile de ne pas ressentir une certaine tension à ce sujet. Discours de vérité est toujours un bon discours à avoir. Maintenant, la vérité, elle a souvent plusieurs facettes. Il faut aussi savoir toutes les dire. Un discours guerrier, un discours... Dans ce sens-là, encore une fois, moi, je ne m'avancerai pas sur une position parce que je porte une parole collective qui est celle du CESE et je ne sais pas quelle est-elle sur un service militaire volontaire. En revanche, sur les organisations de jeunesse, je sais ce qu'on en pense et globalement, il me semble que si on veut veiller, je crois, avoir une force politique, c'est ce que disait le président, il y a aussi d'autres sujets qui attendent des réponses et globalement, on n'y est pas. Sur la parole, peut-être, on va conclure là-dessus, du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, c'était lors du congrès des maires, c'était devant les élus, Laure Darcos. Les maires ont tous été extrêmement ébranlés parce que je pense qu'ils ont déjà quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules. Ils sont, comme le dit souvent notre président Gérard Larcher, à portée de baffle. Donc eux aussi, ils ont une charge mentale assez importante. Et donc là, on avait l'impression qu'on les désignait comme porte-parole en fait du fait qu'il fallait retourner dans leur commune, dire à tous les enfants, tous nos jeunes à partir de 18 ans qu'ils allaient partir à la guerre. Donc c'était très mal interprété par eux. Et moi, j'ai tout de suite pensé aux jeunes. Je me suis dit, mais c'est absolument terrible. Et donc on prend vraiment les choses complètement à l'envers. Moi, je suis très triste que le SNU, le Service National Universel, ait disparu de manière aussi brutale. Je pense qu'il était très mal fait, très coûteux. On envoyait en fait des gamins ultramarins en Île-de-France et des Franciliens dans les Grands Est. Enfin, je veux dire, à quoi ça leur sert ? Enfin, ils pouvaient rester dans un périmètre proche et il fallait les amener à leur faire comprendre que c'était leur apprendre aussi les valeurs de la République, du service. Et ceux que j'ai pu voir ont été transformés pour vouloir après continuer dans le milieu associatif et autres. Et là, ça aurait été autre chose. Là, on est en train de se dire, on est en train de refaire en fait un service, en effet, qui montre une guerre à nos portes. Et donc, ça paraît assez loin de juste un gentil SNU ou même service civique. Oui, effectivement. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt sur Public Sénat. Merci d'avoir participé à notre émission. Je vais rappeler ce numéro gratuit, le 3114, numéro gratuit, confidentiel de prévention du suicide pour l'un de vos proches ou pour vous-même. N'hésitez pas, il fonctionne, je le rappelle, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Gratuité et confidentialité. Merci encore et à bientôt sur notre plateau. Je vous dis à lundi pour un nouveau Sens Public. D'ici là, nos débats sont disponibles sur la plateforme publicsénat.fr. Vous pouvez réécouter nos émissions en podcast et puis je vous donne l'invité de la matinale de Public Sénat demain. Tiens, on va certainement parler de service militaire puisque c'est le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Merci beaucoup. Bonne soirée.